Et ça y est, 18 heures à toutes les montres, on y est, nouvel épisode d'Apéro, Pistache et Littérature. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos, merci à vous. Et aujourd'hui, vidéo toute particulière parce que j'ai la chance de recevoir un éditeur. C'est le premier de la liste, David Meulmans. Bonsoir, comment vas-tu? Très bien, et toi? Comment tu vas, toi? Ça va. On touche du bois, ça va. Pourvu que ça dure. Voilà. D'accord. Donc, c'est un grand plaisir de te recevoir, David, parce que voilà, comme dit, tu es le premier éditeur qu'on a la chance de recevoir. Donc, les questions vont fuser. On a plein de questions pour savoir quel est ton métier, comment ça se passe tout ça. Et forcément, ton métier avec ce quotidien là, un petit peu transformé, un petit peu bousculé, c'est rien de le dire. Comment ça se passe pour toi? Comment occupes-tu tes journées d'éditeur confiné? Écoute, je suis beaucoup plus devant l'écran que d'habitude, parce qu'habituellement, j'ai plusieurs jours de la semaine où je vais en librairie, où je fais carrément le tour de France pour rencontrer des nouveaux libraires. Et là, je peux pas du tout le faire, donc je suis tout le temps devant mon écran. Ça change un peu, ça me fatigue un peu aussi. Parce que j'ai pas l'habitude de ce type de rythme, mais bon, moi j'ai l'avantage de vivre à la campagne depuis très très longtemps, donc contrairement à beaucoup d'éditeurs et d'éditrices qui vivent à Paris et qui sont dans des petits apparts gris, j'ai la chance d'avoir de l'espace et du soleil, donc tout va bien. C'est une période où je travaille vraiment beaucoup, parce que c'est les aspects vraiment industriels du livre qui souffrent beaucoup ces jours-ci. C'est-à-dire le livre, c'est une chaîne, c'est-à-dire qui va de l'auteur jusqu'au lecteur en passant par l'éditeur, le diffuseur, le distributeur et le libraire. Et comme toutes les librairies sont fermées, on est un peu à l'arrêt sur le plan commercial, mais pas sur les autres plans. Et donc, il faut beaucoup s'organiser pour que quand reprise il y aura, la reprise se passe bien. Voilà. Et donc, c'est beaucoup de temps de gestion. Ce qui est un peu bizarre, c'est que je connais plein de gens qui, eux, sont plus ou moins au chômage ces jours-ci ou au chômage technique simplement. Et donc, ils en profitent pour écrire et pour m'envoyer des manuscrits en disant, toi, tu dois avoir le temps de les lire ces jours-ci, alors que j'ai moins le temps de lire que d'habitude, quoi. Donc, c'est un peu frustrant parce que je me rends compte que les gens ne savent pas du tout à quoi ressemble mon métier et ils se disent que je dois passer ma journée à lire. Et malheureusement, ces jours-ci, alors je lis effectivement, mais je fais aussi beaucoup de tableaux Excel, ce qui, en fait, moi, ça me traumatise pas de faire du tableau Excel parce que à chaque fois, je me dis, je fais du tableau Excel parce que ça m'aide à faire connaître un livre, que ça fait sens, c'est pas déconnecté de l'activité éditoriale, mais voilà, donc ça ressemble à ça. En fait, je suis à mon bureau de 8h à 19h et avec une pause d'1 heure pour déjeuner et voilà, je travaille. Et mes pauses d'écran, c'est pour corriger les manuscrits qui seront publiés en septembre, que je corrige sur papier parce que je trouve que je vois mieux les erreurs sur les versions papier que sur écran. Et du coup, David, donc ça te fait de belles journées malgré le confinement. Et on a vu des auteurs qui s'organisaient, qui mettaient en place des petits projets, notamment, je crois que c'est Nicolas Feuss du côté de Slatkin qui publie un morceau d'un livre tous les jours ou tous les 2-3 jours. Est-ce que du côté des maisons d'édition, il y a eu aussi des initiatives pour organiser la résistance un petit peu pendant cette période? Alors, côté Forge, il y a 2 petites initiatives. Concrètement, presque tous les jours, j'appelle un des auteurs ou une des autrices du catalogue et j'enregistre avec lui ou avec elle une petite demi-heure de discussion sur les livres qu'ils ont lus dans le passé. Et ça nourrit notre SoundCloud. C'est des entretiens plutôt de qualité qu'après on fera transcrire et qu'on rediffusera. Et la deuxième chose, c'est que moi j'enregistre une fois par semaine une vidéo un peu pédagogique sur ce que c'est que le métier d'éditeur. Et il y a 2 choses, c'est que d'un côté on se retrouve à faire beaucoup plus de communication digitale que d'habitude. Donc produire du contenu numérique qu'on offre gratuitement, qui est du contenu original. Et l'autre chose, c'est que ce contenu, j'ai essayé de le faire de manière à ce qu'il soit logique avec les forges. Donc d'un côté, c'est très centré sur les auteurs, parce que les forges, c'est une maison d'auteurs, c'est-à-dire que quand un auteur rentre dans le catalogue des forges, il rentre pour y rester. Donc c'est-à-dire pour faire un premier, deuxième, troisième roman.
Donc ça fait sens d'avoir une discussion nourrie avec les auteurs des forges et de les mettre en avant dans cette opération. Et l'autre aspect, les vidéos où moi je parle de mon métier, c'est que moi j'étais enseignant avant d'être éditeur, et je pense que par l'explication de ce que font les gens et pourquoi ils le font et comment ils le font, on règle beaucoup de problèmes. Et je sais que ces jours-ci, dans la reprise, quand il y aura une reprise du secteur de l'édition, il y a des risques que la reprise se passe pas très bien, parce que en fait, souvent les gens, les maillons de la chaîne ne se connaissent pas très bien. C'est-à-dire que les auteurs ont l'impression que ce que font les éditeurs est pas très cohérent, ou ils le comprennent pas tout simplement. Les éditeurs comprennent pas bien les libraires parce que tout simplement ils vont pas les voir pour leur demander d'expliquer pourquoi ils font telle ou telle chose, et les libraires connaissent mal les éditeurs. Donc ces vidéos, ça sert un peu à expliquer ça. J'en ai fait une sur nos choix de couverture, j'en ai fait une sur comment on fait la promo d'un livre sans ressources. C'est la promo qui est sans ressources, pas le livre. Le livre, bien sûr, a plein de ressources intellectuelles et artistiques. Et je pense que ce soir ou demain matin, je vais enregistrer une vidéo sur comment on travaille les textes qu'on a sélectionnés pour la publication. D'accord, donc là encore, beaucoup d'activités. Vous pourrez retrouver les liens vers ta chaîne YouTube, parce que maintenant nous sommes confrères sur YouTube. Voilà. Oui, alors j'ai pas la même audience que toi. Hein. Oh, ça va venir, j'en doute pas. Vous pouvez voir les liens pour aller aussi sur le SoundCloud et découvrir tout ce dont tu viens de nous parler. Et avant de revenir sur les auteurs de ta maison d'édition, sur les livres, les couvertures, je risque de te poser quelques questions que tu as peut-être déjà abordées dans tes vidéos, mais est-ce que d'abord tu peux nous parler un peu de ton parcours, de ce qui t'a mené à créer une maison d'édition, à devenir éditeur? Alors moi, déjà, quand j'étais gamin, collégien, lycéen, j'ai toujours fait des journaux. Je fabriquais des livres. Alors généralement, c'était plutôt agrafé ou cousu avec un seul cahier. J'ai jamais fait de reliure, de vraies reliures. Et par contre, j'ai fait des études de sciences humaines et notamment de philo, parce que je trouvais que c'était la discipline où on avait le moins de connaissances à acquérir. C'est-à-dire que contrairement, j'ai hésité entre histoire et philo. En fait, en histoire, faut quand même apprendre beaucoup de dates, et en philo, faut juste on peut un peu baragouiner, voilà. Et donc j'ai fait des études de philo. Je suis allé jusqu'au bout de la thèse de philo, et donc j'ai enseigné une dizaine d'années la philo à la fac. Et parallèlement, je continue à faire des projets éditoriaux sur mon temps libre. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que finalement l'édition, ça m'intéressait plus que l'enseignement et la recherche. Et donc, j'ai créé les forges en 2010 avec des copains. Alors, les copains, ils m'ont donné des conseils et de l'argent, ce qui est très utile pour lancer une boîte. Mais c'est moi qui me suis retrouvé à bosser tout seul aux forges. Et en fait, les forges, c'est une boîte où il y a une seule personne, c'est-à-dire moi. Alors, j'ai beaucoup d'intervenants externes, qui sont des gens avec qui je travaille depuis des années, des graphistes, une illustratrice, des correcteurs, des commerciaux. Mais en fait, à plein temps, je suis la seule personne qui est aux forges. D'accord. Donc c'est le quotidien de la structure. Alors une question terre à terre, inévitable. Éditeur, est-ce que aussi tu écris, ou est-ce que tu es tout de suite passé à la case éditeur, ou est-ce que tu es passé par une case d'auteur où tu voulais publier d'abord des livres en ton nom? Comment ça s'est articulé tout ça? Non, en fait, moi, j'ai pas de vocation d'écrivain pour l'instant. En fait, pendant que j'étais étudiant, je faisais du théâtre étudiant. En fait, j'ai fait du théâtre de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 27 ans. Et en fait, j'ai jamais été un très très bon acteur, voilà. Mais j'ai toujours aimé faire ça. Et les dernières années, dans la troupe de théâtre où j'ai été pendant 7-8 ans pendant mes études supérieures, j'avais souvent, je jouais, j'écrivais, je participais à la communication et à la gestion, et je me suis rendu compte que j'étais souvent plus à l'aise dans une fonction d'accompagnement des vrais artistes. Donc moi, je suis pas vraiment passé par une case complètement créative. J'ai toujours été en support ou en accompagnement de gens qui sont des vrais créatifs. Et parce que, tu vois, par exemple, moi, je suis capable, je pense, quand je lis un manuscrit, de savoir
pourquoi il fonctionne pas, ce qu'on pourrait tenter de faire pour l'améliorer, mais je suis tout à fait incapable de produire un manuscrit. J'ai pas l'idée, j'ai pas l'ambition, j'ai pas la force d'âme, j'ai pas la persévérance pour écrire un manuscrit en entier. Donc je me prends pas du tout pour un écrivain et je suis pas passé par cette phase-là. D'accord. C'est intéressant justement parce que c'est vrai que c'est une question que peut-être on peut se poser légitimement de savoir est-ce que pour devenir éditeur et à développer ce sens comme ça de la détection, est-ce qu'il faut soi-même écrire et finalement voilà on peut passer chef de chantier on va dire et recruter les meilleurs ouvriers pour ça les artisans du livre. T'es un peu contremaître quoi au quotidien. Vérifier Oui, c'est ça. C'est-à-dire que souvent mon travail ça consiste plus à coordonner des gens qui sont créatifs. Mais pas à faire à leur place. Donc ça c'est important, c'est par exemple quand on retravaille les manuscrits avec les auteurs, retravailler un manuscrit, c'est pas écrire à la place de l'auteur. Ou quand je travaille avec la graphiste pour faire les couvertures, je vais pas faire la couverture à sa place en fait, je vais pas être trop intrusif. Je lui donne des directions générales, je lui dis ça fonctionne pas, mais je rentre pas dans les détails. Et j'ai jamais eu de situation de conflit entre la vision de l'artiste et un malentendu où moi je me prendrais pour ce que je ne suis pas en fait. D'accord. Et pour justement continuer un peu à sonder la ligne, la construction que tu veux donner à ta maison d'édition, quelle est justement la ligne éditoriale que toi tu défends? Qu'est-ce qui te donne envie quand tu commences un manuscrit où tu te dis tiens là, on a quelque chose que j'ai envie d'intégrer à mon catalogue? Ouais, c'est la question. Si un jour tu trouves la réponse, tu me l'envoies parce que c'est la question qu'on me pose depuis les débuts de la maison d'édition. C'est-à-dire que je pense que le catalogue est cohérent parce qu'il reflète mon goût et que je suis moi-même une construction historique comme tout le monde. C'est-à-dire que mon goût est cohérent parce que il reflète un peu ma génération, il reflète un peu mon type d'études, il reflète les lectures de mon époque. Mais c'est vrai que la ligne est plus difficile à expliciter. C'est-à-dire implicitement, je la reconnais. Explicitement, c'est plus dur. Je peux dire, c'est des romans. C'est beaucoup de romans de création, c'est-à-dire des premiers romans. Il faut toujours qu'il y ait une histoire, qu'il y ait un sens de la langue. Alors le sens de la langue, ça veut pas dire nécessairement de l'élégance, mais ça veut dire que la manière dont on raconte une histoire, le choix de mots, c'est important. J'aime pas les romans qui sont des bonnes histoires et qui sont complètement neutres en termes de style. Et il faut toujours qu'il y ait un propos à la fin. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est que un des auteurs des Forges que tu apprécies, c'est Romain Ternaux, qui est un auteur que j'adore. Et moi, je trouve que Romain Ternaux, ses textes ont des idées, en plus d'être très drôle et voilà. Mais Romain, il te dira toujours que lui, ce n'est pas un romancier à idées, qu'il a pas de vision du monde et voilà, que en fait, il veut juste s'amuser. Et d'un côté, en fait, ça pose toujours la question de l'intention, c'est-à-dire que je sais pas si tu vois, mais quand on est en collège et au lycée, quand on vous propose un texte à lire et que l'auteur nous dit, le prof nous dit le texte il fait ça, il vous fait ressentir telle émotion, la question que tu te poses c'est est-ce que c'était l'intention de l'auteur? Est-ce que l'explication que me donne le prof, c'était l'intention de l'auteur? Et en fait, les textes de Romain Ternaux, pour moi, c'est des textes qui remplissent ma troisième case, c'est-à-dire c'est une histoire, c'est du style et surtout ça a un propos sur le monde, mais sauf que le propos sur le monde, c'est pas du tout l'intention de Romain, quoi. Alors le propos sur le monde de Romain, pour moi, c'est une forme de nihilisme, c'est-à-dire rien n'a de valeur, il faut détruire toutes les idoles et voilà quoi. Mais pour moi, c'est un propos sur le monde. Oui, voilà. c'est ce qui fait le charme de ces personnages, des espèces d'anti-héros, mais qui finalement sont attachants parce que à travers leur addiction, que ce soit à la fainéantise, à l'alcool, à on sait quoi, il y a toujours quelque chose qui devient attachant avec le dernier en date qui se transforme en vampire dans des scènes qui sont parfois atroces et pourtant ce mec-là, on a envie de dire bah non, c'est un bon gars, quoi. Oui, et en plus alors ça c'est autre chose, il a un vrai sens du théâtre d'une certaine façon. C'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de romans des Forges, c'est que j'aime bien les romans qui parfois ont des scènes un peu théâtrales, voilà. Et pour moi, les romans de Romain Ternaux, ça pourrait tout à fait être des romans pour une personne seule sur scène, qui a un certain sens de la farce, du grand guignol, du stand-up, et voilà. C'est vrai, c'est juste, mais
pour revenir un peu à ce qu'on se disait au début de notre discussion, est-ce que forcément la crise qu'on traverse actuellement, avec cette question de l'isolement, du confinement, de l'ennemi invisible, est-ce que pour toi, en tant qu'éditeur, ça va être un facteur à prendre en compte inévitablement dans des textes qui vont arriver et qui vont parler de ça ou le traiter de manière plus ou moins proche, ou est-ce que tu veux pas le prendre comme un critère absolu pour tes prochains choix à venir? Non, alors moi j'ai vraiment pas très envie de publier des romans de confinement ou des romans de déconfinement. Je pense que beaucoup de choses qu'on vit actuellement, ça a déjà été étudié dans des romans, déjà exprimé dans des romans. Je pense que peut-être le secteur de l'édition qui publiera peut-être des bons textes sur ce sujet, c'est tout ce qui est la non-fiction. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des gens qui vont sortir des essais intéressants sur le confinement, sur l'évolution de l'économie, sur le pacte social de la population, les solidarités directes, les solidarités indirectes. Tout ça, je pense que pour les éditeurs d'essais, c'est une bonne période, enfin à étudier. C'est une période horrible pour plein de gens, voilà, c'est pas ce que je dis, mais voilà. En fiction, moi, ça m'intéresse pas particulièrement. Et surtout, en plus, les fictions des Forges, c'est des fictions qui parlent du réel, mais de manière toujours très détournée. C'est-à-dire que ce ne sont pas ce qu'on appelle des fictions du réel. C'est pas des romans documentaires. C'est souvent pas des romans réalistes. C'est des romans irréalistes. C'est des romans surréalistes. C'est du réalisme magique. C'est ce type de choses. Mais le but, c'est de parler du réel, mais de manière détournée. Donc, si on voulait parler du confinement, on en parlerait sous un angle complètement différent, quoi. Moi, par exemple, l'an dernier, on a publié un roman de science-fiction qui s'appelle L'incivilité des fantômes, qui raconte comment l'humanité, dans un petit vaisseau depuis 300 ans, est vogue vers un Éden et on ne sait pas si elle va l'atteindre. Et d'une certaine façon, c'est un roman de confinement. C'est-à-dire que quand on est confiné, ça met tout à nu, ça exacerbe les tensions. Et puis, il y a même le côté, on ne sait pas quand le confinement finira. Parce que dans L'incivilité des fantômes de River Solomon, on ne sait pas si un jour le vaisseau arrivera vraiment sur une nouvelle planète ou s'ils vont être coincés dans leur confinement éternel. C'est vrai que ouais, c'est intéressant et c'est peut-être aussi une des conséquences, je sais pas si elle est bonne ou mauvaise, une des conséquences de la situation qu'on vit, c'est que n'importe quel roman qui va sortir dans les mois à venir, à partir du moment où il y aura une situation d'isolement, de confinement, inévitablement on fera un parallèle, alors que peut-être qu'il n'y en a pas du tout, ce sera juste un personnage qui est enfermé aux toilettes et qui envoie un message sur son téléphone, et peut-être que le masque et la plume nous diront mais quelle magnifique métaphore du confinement. Donc, on verra, mais ça risque de déplacer un peu la mire. Oui, ça va changer. Après, je pense qu'il y aura sans doute quelqu'un quelque part qui pourra écrire le bon roman du confinement. C'est-à-dire un roman qui arrive vraiment à toucher la chose, mais vraisemblablement ce sera pas aux Forges de Vulcain parce que je vais sans doute pas beaucoup travailler là-dessus. Et après, l'autre chose, c'est que moi je prévois mes romans très très longtemps à l'avance. Je suis pas du tout un éditeur de coups, c'est-à-dire les éditeurs qui tentent des trucs et sur le court terme, tu sais, en réaction à l'actualité. Moi, je suis persuadé que la vraie actualité, c'est l'actualité du long terme en fait. C'est l'actualité d'une génération entière. Et donc, tu vois, par exemple, moi, j'ai grosso modo programmé mon année éditoriale 2021. J'ai déjà à peu près tous les titres de 2021. Et voilà, ce qui change parfois, c'est la manière dont on parle des livres. Tu vois, par exemple, ce printemps, au lieu de sortir 3 livres, on va en sortir qu'un. Et celui que j'ai décidé de garder, c'est un roman de fantasy très littéraire qui s'appelle Un long voyage. Et je me disais, c'est le roman parfait pour le déconfinement parce qu'il ne parle pas de confinement. Il parle au contraire d'horizons lointains, d'espoir, d'ambition. C'est un roman d'éducation qui couvre toute la vie d'une personne, de la naissance à la mort. Et pour moi, quand il a été écrit par l'autrice Claire Duvivier ou quand moi j'ai travaillé dessus, on était à des mois du confinement. Mais comme il va sortir en post-confinement ou en demi-confinement, dans la communication, on mettra en avant ces caractéristiques-là, sur le fait que c'est le contraire du confinement. Mais c'est de la communication, c'est pas de la production, en fait.
Bien sûr, d'accord, on comprend bien. Et justement, de manière presque chronologique, c'est peut-être une question que beaucoup de personnes se posent, de personnes qui regardent, nos téléspectateurs. Comment se passe la sélection d'un manuscrit, donc vraiment l'étape 1, jusqu'à la mise en rayon dans les librairies? À peu près, peut-être en chronologie, voilà. Comment toi, ça se passe pour un livre qui arrive dans ton catalogue? Alors, le métier d'éditeur, c'est 3 étapes. La sélection des œuvres, la transformation des textes en livres, et après la diffusion des livres. En moyenne, j'ai compté qu'on est à 18 mois entre le moment où je décide de faire un texte et le moment où il sort. Parce que si tu veux sortir un texte dans des bonnes conditions, généralement, il faut l'annoncer au libraire 6 mois à l'avance et le programmer 6 mois à l'avance. Parce qu'il y a un travail de prospection commerciale qui se fait en moyenne 4 mois à l'avance. Donc, et l'idéal pour que la prospection se passe bien, c'est que le livre soit déjà prêt au moment où la prospection se fait. Comme ça, les commerciaux ont le livre en main, l'ont lu, et ils savent de quoi ils parlent quand ils le présentent au libraire. Mais plus concrètement, la sélection des manuscrits, donc je te dis, elle se fait souvent 18 mois à l'avance. Là, pour le Clair du Vivier qui va sortir en numérique le 7 mai et en papier le 29 mai, je crois que c'est en juin 2019 que je l'ai reçu. Je crois qu'il m'a fallu 1 semaine pour décider de le faire, ce qui est très rapide même pour moi. L'autrice et moi, on a retravaillé le texte de juin jusqu'à octobre. Octobre, novembre, décembre, on a fait de l'orthotypographie. Alors là, on a été très lent. On a pris notre temps. Habituellement, la correction, ça peut prendre 1 semaine et la mise en page 1 semaine. Donc, si tu veux vraiment réduire tu peux descendre ça à 2 semaines. Nous, on a pris 2 mois complets. On a imprimé le livre en janvier et on a commencé à le donner à droite à gauche début février. Et donc, on avait déjà commencé la prospection avant le confinement. Ce qui a un avantage parce que depuis qu'on est confiné, on peut plus faire de prospection. C'est-à-dire que moi, je peux plus envoyer de livres physiquement parce que j'ai plus accès à mon stock. Et il y a beaucoup de libraires qui sont au chômage. Il y a beaucoup de libraires qui sont pas des patrons mais qui sont des salariés et qui ont été mis au chômage partiel. Donc ils sont chez eux, ils passent pas en librairie récupérer les exemplaires et voilà. Donc voilà, là c'est sur 1 an. Et voilà, mais pour résumer, il y a la sélection qui peut prendre beaucoup de temps, le travail édito qui va prendre entre 1 mois et 1 an selon les auteurs, selon la complexité du texte, l'orthotypo plus la correction et la maquette, ça va prendre entre 2 semaines et 2 mois. L'impression, ça prend entre 2 semaines et 4 semaines. Et la prospection commerciale, ça prend 4 mois en moyenne. D'accord. Donc là, on a vraiment la chronologie impeccable. Là, à la minute. Ouais. Là, pour rebondir sur la question de la prospection commerciale, j'ai quelques livres sous la main pour montrer aux spectateurs les jolies couvertures des Forges de Vulcain. Est-ce que justement, c'est une de tes idées pour peut-être faire la différence à l'œil déjà visuellement, d'avoir des couvertures aussi évocatrices, aussi travaillées, et aussi sympas, quoi. Franchement. Parce que c'est vrai que c'est un regret en tant que lecteur que j'ai personnellement, quand on se promène dans une librairie française, souvent c'est un peu tristouné. Même si les libraires font un travail formidable pour mettre en avant le livre, les couvertures, bon, c'est un petit peu tristouné. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis en vacances, fut un temps, à l'époque où on pouvait. Et pour le coup, c'est quand même une autre impression. Aux États-Unis, ça envoie de la couleur, c'est clinquant. Alors, c'est marketing à l'américaine. S'ils pouvaient mettre des dames en maillot de bain, ils le feraient. Mais vraiment, est-ce que c'est une de tes idées, voilà, de te différencier, les livres de ta maison avec ce travail graphique? Oui, alors ça c'est une idée depuis le début de la maison, mais en fait, donc je travaille depuis le début de la maison avec la même graphiste, Elena Vieillard, mais c'est vrai que l'idée de dire il faut trancher par les couvertures, quand tu tranches, tu fais quelque chose qui est clivant. Et quelque chose de clivant, ça peut être bien reçu, mais ça peut déclencher des rejets. Et en fait, pendant les 6 premières années des Forges, on a eu beaucoup de mal parce que nos couvertures étaient pas très appréciées par les libraires. Et c'est en 2016, avec le roman Une bouche sans personne, que Elena Vieillard, la graphiste, a changé les couvertures.
Et en fait, d'un seul coup, ça a commencé à fonctionner. Et en fait, on a toujours eu des couvertures clivantes, mais elles étaient clivantes, on se mettait 95% des gens contre nous, et d'un seul coup, on s'est mis beaucoup de libraires de notre côté, et donc là, la couverture, ce qu'on appelle le principe de couverture qu'on a actuellement, on va le poursuivre en fait pendant encore quelques années, et c'est vrai qu'il faut se distinguer. Après, je peux comprendre les maisons d'édition qui font des couvertures assez sobres, parce qu'une couverture sobre, c'est plus ouvert en fait par rapport au lecteur, au sens où ça peut agréger des lectorats très très différents. C'est aussi que souvent c'est des maisons d'édition de littérature qui ont un lectorat plus âgé que nous et donc qui est un peu plus classique visuellement. C'est-à-dire ils sont contents de retrouver la sobriété et l'élégance des couvertures Gallimard parce que ça établit, ça inscrit toute nouveauté dans une filiation qui a plus de 100 ans maintenant. Donc je peux tout à fait comprendre ces aspects-là. Les Forges, c'est une maison qui fait de la fiction mais dont le public est un peu plus jeune. C'est-à-dire une grosse partie du public des Forges a la trentaine, ce qui est très jeune pour des lecteurs de fiction adultes, puisque quand on va en librairie, on estime que le public moyen, l'âge moyen en fiction, c'est 55 ans. Mais cela dit, moi, je ne tourne pas le dos aux 55 ans. Et ce révélateur, tu verras, c'est que à l'intérieur des livres des Forges, le corps de caractère est assez gros, parce que la plupart des gens qui lisent beaucoup, bah voilà. Exactement. À partir de 50 ans, les gens ont besoin de caractères plus gros, voilà. Donc, et on a aussi des lecteurs qui ont 80 ans et voilà. Mais effectivement, avoir une couverture très reconnaissable, c'est important. L'idée pour moi, c'était que une couverture, c'est comme une affiche de film ou une affiche politique. Et donc, ça doit parler très vite, ça doit être percutant. Et j'avais recruté Elena Vieillard parce que elle était en sortie d'école d'art et elle avait écrit à tous les éditeurs parisiens en envoyant son book. Et dans son book, il y avait un tout petit truc, c'était qu'elle avait fait son projet sur les affiches de la CGT. Elle disait que le problème de l'affiche politique, c'est que d'après elle, dans les années 80, la gauche s'était un peu embourgeoisée en France et avait commencé à faire des affiches politiques comme des affiches de droite, c'est-à-dire qu'ils prenaient leur code graphique à la publicité. Sauf que les codes graphiques de la publicité, c'est des codes graphiques où il y a beaucoup de photos. Et la photo, ça coûte cher. Et donc, elle disait, à ce moment-là, les affiches de gauche ont commencé à être très très moches parce que ils faisaient de la photo, mais sans des vrais photographes, sans du vrai matériel. Et donc, son grand truc, c'est il faut revenir à l'affiche soviétique ou l'affiche des poètes de Montparnasse dans les années 20, c'est ce type de choses. Et donc, ou même l'affiche des couvertures de livres des avant-gardes allemandes des années 20, parce que c'était des affichistes qui faisaient leur couverture à ce moment-là. Donc voilà, donc ça fonctionne bien. Sur les salons du livre, généralement, il y a toujours quelqu'un qui me demande s'ils peuvent acheter des affiches, des couvertures. Donc là, on avait prévu pour le salon du livre de Paris de commencer à commercialiser des affiches. Et en fait, ça sera pour plus tard, quoi. Ça sera quand on pourra reprendre, peut-être à l'automne. Voilà. On veut la boutique officielle, on veut les mugs, les t-shirts. C'est ça. Là, c'est parti. Le shop, le fort, je vous c'est la victoire du commerce. Voilà, absolument. La maison d'édition 2.0. Et donc on parlait tout à l'heure de la sélection des auteurs. Et si je me trompe pas, il y a aussi donc dans le catalogue de ta maison d'édition, il y a des auteurs étrangers, donc Charles Yu par exemple, et il y a des auteurs qui sont plus de ce monde. Je pense à John Polidori, dont tu as publié Le Vampire récemment. Là encore, comment se fait ce choix? Alors notamment pour les auteurs disparus, pour les auteurs étrangers, est-ce que c'est un parcours différent ou finalement pas tant que ça? Non, le parcours est assez différent. Pour les étrangers qui sont vivants, souvent c'est quand même grâce aux agents que je les rencontre, parce que donc c'est les agents français, mais qui représentent des catalogues étrangers. Et souvent, ce que font ces agents, il faut rendre grâce à leur travail, c'est qu'ils font un énorme travail de repérage des maisons d'édition. Donc en fait, ils repèrent ce que font les maisons d'édition américaines, ils les défendent, et moi, ils repèrent ce que j'aime, ce que j'apprécie, et ils essayent de me proposer des choses qui correspondent à mes goûts.
Et ça me fait gagner du temps parce que théoriquement, je devrais faire une veille très précise sur l'édition étrangère, mais ce serait extrêmement complexe en termes de temps de le faire. Et donc voilà, donc c'est souvent par des agents, pas nécessairement par des traducteurs, parce que je pense que les traducteurs raisonnent différemment. Les traducteurs, eux, ils tombent amoureux d'un texte étranger et ils essayent de le vendre à tout le monde en France. Les agents, c'est un peu différent, c'est qu'ils savent, ils défendent des catalogues et ils essayent de trouver un accord entre le catalogue de l'éditeur d'origine et l'éditeur cible en France. Donc il y a des auteurs comme par exemple Luc Reinhardt que je connaissais. Alors Luc Reinhardt, c'est un auteur que je connaissais grâce à l'Homme D, mais je savais pas du tout qu'il avait écrit d'autres textes et je savais pas du tout que ses droits étaient à vendre. Charles Yu, alors Charles Yu, non, c'est par sa traductrice. Et Rivers Solomon, c'est par son agent. Voilà. Ça, c'est pour les auteurs vivants. Pour les auteurs du patrimoine, alors ça c'est différent, c'est parce que comme moi-même j'ai travaillé à la fac, je suis un gros lecteur du patrimoine 18e, 19e siècle, et j'ai toujours été intéressé par les classiques mineurs. Les classiques mineurs, c'est les auteurs du patrimoine qui sont importants pour comprendre l'histoire de la littérature, mais qui sont peu ou mal traités par l'édition française. Donc il y a notamment, moi ma grande fierté, c'est qu'on travaille sur l'intégrale de William Morris. Donc William Morris, c'est l'inventeur de la fantasy, mais c'était un activiste politique, c'était un dessinateur, un architecte d'intérieur, un designer textile. Donc il y a William Morris sur lequel on a déjà fait 6 de ses titres. Et Polidori, c'était différent, c'est que je suis arrivé à Polidori parce que je suis un lecteur du Frankenstein de Mary Shelley, qui est pour moi un immense roman. C'est pas très original de dire ça. Et dans les préfaces ou les postfaces un peu savantes du livre, souvent les spécialistes de Mary Shelley insistent sur le fait que l'idée de Frankenstein a été conçue lors d'un concours de récits gothiques où a été aussi conçu le personnage du vampire moderne. Et petit à petit, je me suis dit mais c'est bizarre parce que là on parle d'un événement de 1816 alors que pour moi le vampire moderne c'est Bram Stoker, c'est 1897. Et en fait non, Bram Stoker a inventé plein de choses. Il a ajouté beaucoup de choses à la figure du vampire et le roman Dracula est un grand roman, mais il y a beaucoup de choses qu'il reprend dans un premier roman qui date de 1821. Écrit en 1816, publié en 1819 et remanié en 1821, mais où en fait est créé le vampire moderne. Et je trouvais que c'était dommage que ce morceau du puzzle de la littérature moderne soit si peu disponible. D'accord, ça c'est vraiment intéressant. Là, il y a une info. Ça c'est, je viens d'apprendre quelque chose. Moi, je pensais que c'était Bram Stoker. En fait, il nous a bien eu. Non. Alors Bram Stoker, dans le détail, il a inventé. Alors déjà, on oublie, mais le Dracula, c'est un roman épistolaire et c'est un très bon roman épistolaire. Je pense que Bram Stoker, étant d'origine catholique, il a remis des couches sur le symbolisme catholique. Comme c'est un victorien, il apporte beaucoup de choses sur les victoriens qui étaient à la fois complètement libérés sur certaines questions et complètement coincés sur d'autres. Non, il a apporté beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment l'inventeur d'une grande partie du mythe moderne. Mais l'origine du mythe moderne, qui est en fait le croisement entre la figure de l'aristocrate oppresseur et le monstre vampirique, c'est John Polidori qui l'invente. D'accord. Toute une filiation. Et donc c'est intéressant de voir voilà, comment tu choisis ces thématiques-là, ce qui t'amène à publier tel ou tel livre. Et justement, parce que j'ai bossé pour préparer notre échange, j'ai regardé ta conférence TEDx qui est disponible sur YouTube. Très intéressante. Il y a le lien aussi dans la description. Et je voulais revenir avec toi sur la question de la transformation. Dans cette conférence, tu parles de la transformation de la culture. Et comme tu disais tout à l'heure, dans les livres, dans beaucoup de livres en tout cas que j'ai eu entre les mains des Forges de Vulcain, il y a cette question de la transformation du réel.
On parle de situations qui sont souvent très très banales. Hein. Chez Romain Terneau, bah, c'est un mec tout à fait normal qui va se transformer en vampire. Dans La Nuit je vole, c'est même chose. Une dame qui pendant la nuit, pendant ses rêves, va vraiment voler. Donc La Nuit je vole de Michel Astrud. Il y a cette question de la transformation du réel. Il y a aussi la transformation de l'histoire dans Et j'abattrai l'arrogance des tyrans, où l'auteur revisite un peu l'histoire de Jeanne d'Arc. Pourquoi il y a ce fil rouge qui t'intéresse, cette question de la malléabilité un petit peu du réel, de la transformation? Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect politique. Alors, je parle pas de politique droite-gauche. Je parle de comment on contribue à la vie collective. C'est que je pense que très souvent, les gens oublient qu'on contribue tous à la vie collective et chacun de nos gestes, même infimes, a une importance dans la vie collective. Donc dans les Vies des Forges, en plat 3, c'est-à-dire c'est pas la couverture, c'est le rabat, c'est le deuxième rabat, il y a marqué les forges veulent changer la figure du monde. Et quand je dis ça, je dis pas qu'on veut changer radicalement le monde. Je suis pas en train de faire une start-up, quoi. Mais simplement, il y a cette idée que il faut contribuer au changement et être conscient que on a toujours une contribution au changement. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait a un impact. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, qui est plus à l'intérieur des livres, c'est que je pense que souvent, pour comprendre le réel, il faut faire un tout petit pas de côté. C'est-à-dire, il faut un tout petit peu transformer le réel. Et ça permet de voir ce qui, dans le réel, est vraiment essentiel et ce qui est simplement accidentel. C'est-à-dire c'est ce que fait la science-fiction, c'est ce que fait parfois la fantasy, c'est ce que fait le réalisme magique. C'est-à-dire de regarder notre réalité, mais d'une manière un tout petit peu décalée. Et tu vois, par exemple, le roman dont tu parlais de Michel Astrud, La Nuit je vole, c'est un roman qui part d'un événement complètement irréaliste, c'est-à-dire une femme qui se rend compte un jour que quand elle dort, elle peut voler dans les airs. Et ça va permettre de parler de choses très très simples qui sont le destin, le rapport à la célébrité, le rapport au succès, le rapport à l'accomplissement personnel, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Même, il y a un petit fil rouge dans le texte sur l'obsession de l'argent, sur la peur de manquer, des choses comme ça, qui est très discret, mais qui apparaît quand même. Et donc voilà, cette notion de miroir déformant qui est tendue au réel. Et c'est intéressant pour rester sur cette question-là. Est-ce que tu penses pas qu'on est dans une époque quand même très bizarre où le réel qui avait été imaginé par exemple par un George Orwell ou par un Aldous Huxley, aujourd'hui ce réel il a suivi ce qui était juste à la base un espèce de fantasme de une société future. Le réel a rattrapé le fantasme. Est-ce que finalement il n'y a pas un espèce de réel parallèle qui est en train de se créer de non pas ce que va être notre société, mais ce qu'elle aurait dû être par rapport à ce qui avait été imaginé. Je sais pas si c'est très clair là, je suis en train de me prendre pour François Bunel, mais et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais j'y ai pensé il y a pas très très longtemps parce que une romancière que j'aime beaucoup, c'est Ursula Le Guin, qui est une romancière américaine de science-fiction, qui est morte en 2018. Et dans la préface de son roman le plus célèbre, qui s'appelle La main gauche de la nuit, elle parle du fait qu'elle fait pas de la science-fiction pour prédire le futur. Qu'en fait, elle pense que la science-fiction, c'est une discipline descriptive. Elle décrit le réel. Et elle dit, de toute façon, tous ceux qui tentent de prédire le futur en faisant des conjectures à partir du présent se trompent toujours. Par contre, ceux qui arrivent à décrire la situation humaine d'un point de vue psychologique et anthropologique sont toujours beaucoup plus capables de prédire le futur finalement parce qu'ils mettent le doigt sur quelque chose de très très particulier. Et je pense que Orwell ou Arthur Koestler ou voilà, c'est d'abord des auteurs qui ont un très grand sens psychologique en fait. C'est-à-dire que la capacité d'Orwell à dire quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui, c'est qu'il repère des choses qui sont des problèmes de la modernité. Par exemple, on oublie souvent que Orwell, il était journaliste
et il a beaucoup réfléchi sur la manière dont on écrivait en tant que journaliste. Sur toute sa vie, en fait, Orwell, il s'est engueulé avec des editors, c'est-à-dire des gens qui corrigeaient ses textes, parce que quand on écrit pour un journal, il y a toujours un rédacteur derrière, un secrétaire de rédaction ou un rédacteur en chef qui reprend derrière vous ce que vous faites. Et lui, il s'est toujours battu là-dessus, et c'est pour ça qu'il a fini par former ses idées sur la manière dont on écrit, c'est la manière dont on voit le monde, et voilà. Et en fait, 1984, avant d'être une métaphore politique, c'est une métaphore sur le journalisme, tout simplement. C'est pas c'est une réflexion sur la parole collective. Donc, comme on est dans des sociétés ouvertes et des sociétés médiatiques, c'est sûr que ça conserve une vérité. Alors qu'en fait, il y a des aspects de 1984 qui aujourd'hui sont très datés. C'est-à-dire que le contrôle autoritaire, c'est quelque chose qui n'existe plus dans les sociétés. Voilà, il y a que en Corée du Nord où il y a un contrôle autoritaire et direct. Parce que 1984, c'est le contrôle autoritaire et direct quand même. Et finalement, ce qui est le plus durable, le plus vrai sur le long terme de 1984, c'est pas une prédiction politique ou technologique. C'est juste l'observation psychologique de quelque chose qui existait déjà à son époque. Pour rester sur cette question du futur, comment toi, en tant qu'éditeur, tu vois le monde de l'édition demain, dans le futur? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des avancées technologiques, peut-être un roman augmenté où il y aurait des QR codes à flasher pour entrer en 4D dans un univers? Ou est-ce que tu penses que c'est indispensable que le livre reste livre avec du papier et l'imagination du lecteur? Je pense qu'il y a tout le temps des inventions, mais il y a très rarement des innovations. Une innovation, c'est une invention qui a été adoptée par les gens. Pour qu'une innovation soit adoptée, il faut vraiment qu'elle présente un gain immense. Et souvent, l'innovation, c'est quelque chose de vraiment rare. Et on oublie qu'en fait, le livre en tant qu'objet papier est un objet technologique très puissant, très simple. Et je pense que, par exemple, ce qui m'a frappé ces jours-ci, c'est que le confinement, contrairement à ce qu'on pensait, n'a pas fait exploser la lecture numérique. On pensait que tout le monde allait se mettre au numérique. Et en fait, il y a plusieurs difficultés au succès du numérique. C'est que pour l'instant, les tablettes et liseuses ne sont pas assez, ne sont pas d'assez grande qualité pour qu'elles se substituent au papier. C'est-à-dire, elles fatiguent plus les yeux que le papier. Il y a l'autre chose aussi, c'est que les gens ont appris à lire dans le papier. Voilà, je travaille toute la journée sur l'écran. Au moment où il faut lire, je préfère sortir un livre. Pour moi, c'est la rupture en fait entre ces deux mondes. Donc ça, c'était sur le livre numérique. Je suis très geek, j'aime beaucoup le livre numérique, mais je crois pas à une révolution immédiate dessus. Moi, une invention qui me ferait complètement rêver, c'est d'avoir une imprimante 3D pour les livres chez soi, voilà. Parce que j'adorerais avoir un livre papier tout beau tout de suite chez moi. Mais bon, je pense qu'on n'y est pas encore technologiquement. Cela dit, je pense que ce qui est important, c'est que l'industrie du livre, c'est une industrie qui est très polluante, qui utilise beaucoup de bois, qui déplace beaucoup les livres, parce que les livres qu'on vend pas, les libraires peuvent les renvoyer après, on les pilonne, et à chaque fois, c'est des trajets en camion. Et donc, je pense que les évolutions technologiques, dont je ne sais pas si elles vont avoir lieu, mais que j'appelle de mes vœux, c'est qu'on trouve des moyens de diminuer la pollution générée par l'édition. Alors, c'est complètement secondaire pour les individus. Après, moi, en tant qu'éditeur, j'ai une petite peur, qu'un jour ou l'autre, un gouvernement se réveille et nous mette au pas. Voilà. Et je préférais que nous-mêmes, on s'autodiscipline en trouvant un moyen de faire moins de retours, moins de pilons, moins de déplacements en camion de stock de livres. Voilà. Bon, un futur joli, un beau futur pour le monde de l'édition. Voilà. On l'espère. C'est ça. Voilà, un peu de positif dans cette période quand même. Faut pas déconner. David, ouais. on est ensemble depuis 45 minutes déjà. On se régale déjà. Merci à toi pour tout ce que tu nous apprends sur le métier d'éditeur, parce qu'effectivement, derrière l'objet livre qui nous régale tous les jours, il y a des gens, il y a des ouvriers du livre, des artisans du livre qui sont là pour nous faire plaisir. Donc merci à toi pour toutes ces réponses déjà, et forcément on va aller vers la séquence que tout le monde attend, la France, peut-être même jusqu'en Amérique du Sud, on ne sait pas. Un dernier pour la route. Alors
des petites questions pour apprendre à mieux te connaître, hein, à côté de l'édition. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et on commence avec le sport. Alors, t'as le droit de joker. Si t'en as rien à foutre du sport, t'as le droit. On est libre ici. Lionel Messi ou Johnny Wilkinson? Le foot ou le rugby? Alors, Lionel Messi, même s'il a fraudé le fisc. Voilà. Ah oui, bon là, c'est normal. Boire ou conduire, il faut choisir. Voilà, c'est ça. On lui en tiendra pas rigueur, il fait des beaux passements de jambes. Donc bon, à un moment donné, Ouais. il y a une réalité. Bon, on continue. On a eu un début de réponse. Livre papier ou livre numérique? Ah, c'est le choix. Livre papier. Papier. Voilà, sans appel. On va vers le cinéma maintenant avec le film à voir d'urgence. Pendant le confinement, là, ça y est, c'est bientôt fini, il faut voir ce film. Maintenant. Oh là là là, attends, qu'est-ce que je pourrais dire? Zombieland. Zombieland. On parle là-dessus. Pas le retour à Zombieland. C'est ça. Voilà, pour le retour, on verra ça plus tard s'il y a retour de confinement. Alors, celle-là, elle est pas simple. L'auteur que tu n'aurais pas aimé être. Parce qu'il a eu une vie compliquée, vraiment, ça te donne pas envie. Fitzgerald. Parce que Fitzgerald, il a eu, il était alcoolique, il a eu une vie très très triste. Il a eu du succès trop tôt. Il a eu un passage par Hollywood extrêmement malheureux. Il a eu une vie malheureuse, très malheureuse. Une vie amoureuse très malheureuse. Bon, après, je pense que c'était pas nécessairement quelqu'un de sympathique. Mais, non, j'aurais pas voulu être Fitzgerald. Okay, bon, on l'embrasse s'il nous regarde de là-haut, peut-être. Alors là, musique. T'as le droit d'écouter qu'une seule musique jusqu'à la fin de ta vie. Vraiment, une seule. T'as le droit à un album. Allez, on est sympa. Oh là là. Alors j'allais dire des trucs violents, mais en fait je me dis si je dois l'écouter tout le temps, je vais péter les plombs. J'étais à deux doigts de dire Carpenter Brut parce que je travaille avec Carpenter Brut, mais je pouvais pas écouter Carpenter Brut jusqu'à la fin. Non, s'il faut choisir quelque chose de très calme, je dirais Couperin joué par Alexandre Tarot. Voilà. Pas mal. C'est très classique, classique. On aura une bonne playlist à la fin avec tous les choix de chacun. Je vais sortir l'album, ça va être impeccable. Alors on revient chez les livres. T'as la possibilité d'être réincarné en un personnage de roman. Tu choisirais lequel? Monte Cristo. parce qu'il se venge. Ah, attention, est-ce qu'il y a un aveu derrière ça? Non, en fait, moi, parfois, mes regrets dans l'édition, mon seul regret, c'est que il y a beaucoup d'éditeurs ou de libraires qui m'ont rendu des très très grands services, et je leur ai souvent dit, mais j'ai jamais eu l'occasion de leur rendre un grand service. Donc c'est pas de la vengeance, c'est plutôt positif, voilà. Mais Monte Cristo quand même. D'accord, ça va, on note. On continue avec un auteur qui est un peu surcoté. Selon toi? Ça peut être parmi les classiques, parmi les actuels. Tu trouves qu'on en fait peut-être un petit peu beaucoup? J'y pensais cet après-midi, donc j'ai un peu de mal. Ok, il y a un auteur j'adore la SF, mais il y a un auteur de SF que j'aime bien, mais dont je suis pas très fan, c'est Philippe K. Dick, en fait. Oh la révélation! Oh là là! T'es honte parce que tous mes amis, pour eux, c'est un des plus grands, et voilà. Mais pour moi, des gens comme Herbert ou Le Guin sont des auteurs immenses. Même Arthur C. Clarke, Philippe K. Dick, j'aime bien, mais je comprends pas cette fascination, comme si c'était, je sais pas, le Christ descendu sur terre, quoi. Là, tiens, tu me fais dire des choses que ça balance. Je refuse toujours de dire en public, là. Ah là, ça balance. Là, on a un scoop. Attention que l'année de littéraire 2021, ça va être la folie. On a le scoop. Et attention, là, on continue dans les scoops avec côté médiatique, la personnalité médiatique qui t'énerve. On la voit trop, ou elle te sort par les yeux et t'énerve. Médiatique ou politique d'ailleurs, parce que c'est un petit peu pareil. Faut pas que ça soit perçu comme sexiste. Alors, bien sûr, si j'ai dit ça, les gens vont se dire c'est sexiste. Mais voilà, je suis un peu étonné parce que j'ai vu ça aujourd'hui, des articles sur Brigitte Macron, au sens où je comprends pas trop le concept de première dame, voilà. Et donc, quand on en fasse trop, elle n'est pas extrêmement présente.
Je pense pas que ça vienne d'elle. Je pense pas que j'ai rien d'objectif. Je peux pas vraiment dire qu'elle ait fait quoi que ce soit de répréhensible. Je pense que c'est du côté des médias. Je trouve que c'est pas un exercice très sain de la vie démocratique. Voilà. C'est que on est dans une démocratie, on n'est pas en 1754. Donc voilà, c'est tout. Elle-même m'énerve pas. C'est plutôt finalement le traitement qu'en font les grands médias qui me semble un peu étrange. Voilà. Oui, le rôle de première dame finalement comme dans bien d'autres pays, quoi, qui peut être un peu Oui, factice malheureusement. c'est ça. Et encore, c'est très différent parce que par exemple, First Lady aux États-Unis, ça fait assez longtemps que ça s'est institué, notamment sous Roosevelt, enfin avec Eleanor Roosevelt, et ça a pris une signification très particulière parce qu'il y a des associations qui dépendent de la First Lady. Elle a des programmes, c'est même si c'est pas reconnu par la Constitution américaine, c'est organisé. Je pense qu'en France, on a gardé que le côté strass et paillettes de ça et on n'a pas, voilà. Et en plus, ce qui est très étrange, c'est que pour moi, ça fait sens dans l'univers politique américain, mais ça ne fait pas sens dans l'univers politique français. Mais bon, c'est comme ça, c'est une étrangeté, voilà. Non, mais pas de problème, la liberté, pas de problème. On note et puis la dernière, inévitable, le conseil de livre, le livre à lire par David Mulband. Il faut le lire tout de suite. Vraiment là, on finit, il faut le lire. Alors, il y a un livre que j'ai lu l'an dernier que j'ai trouvé mais fantastique, qui n'a pas été le best-seller qu'il méritait d'être. C'est Les 9 noms du soleil de Philippe Cavalier, qui est un grand roman d'aventure épique qui raconte à peu près de la naissance jusqu'à sa mort la vie de Xénophon, soldat noble athénien, philosophe et tout ça, et c'est 1000 pages passionnantes. C'est Alexandre Dumas rencontre Aristote, rencontre Oliver Stone. J'ai trouvé ça mais génialissime. Et en plus, comme c'est long, bah ça peut vous occuper longtemps pendant le confinement, quoi. Voilà, on a le conseil qu'on va ajouter à la liste, à courir dès la réouverture des librairies. Faut qu'il y ait la queue dans les librairies, faut qu'elle soit remplie pour découvrir ce livre, tous les livres des éditions Forges de Vulcain, évidemment. David, on arrive à la fin de notre échange. Un immense merci à toi. Je me suis régalé. On a appris plein de choses sur ton métier, sur ta maison d'édition. On a hâte de découvrir les prochaines sorties. David, merci. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. C'était super. Avec grand plaisir. On va se retrouver bientôt sur Let's Read Bien. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel apéro pistache et littérature avec Charles Aubert chez Slatkin et compagnie. Il fait du petit polar policier dans le sud de la France. On se régale. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. En attendant, encore merci David et à très bientôt. La bise. Faites attention à vous. Au revoir.